Salut à tous, on va continuer avec le chapitre de la physiologie respiratoire. On avait vu les voies respiratoires supérieures. Maintenant, on va continuer avec les voies respiratoires inférieures. Les voies respiratoires inférieures comprennent une zone de conduction et une zone respiratoire. Les objectifs d'apprentissage, c'est distinguer la zone de conduction de la zone respiratoire. Énumérer et décrire les structures présentes dans chacune de ces zones, nommer, situer et décrire les organes qui forment le système respiratoire du larynx aux alvéoles pulmonaires, préciser leurs fonctions particulières reliées à la respiration et montrer les rapports entre les structures et leurs fonctions. Décrire le mécanisme nous permettant d'émettre des sons, préciser les facteurs et les structures intervenant dans la hauteur et le volume du son, ainsi que dans l'élocution. Écrire la composition de la membrane alvéolo-capillaire et établir le lien entre sa structure et sa fonction. Rien que ça. Bon, alors, comme d'habitude, nous avons tout bagage ça, nouveau, ok? Vous devez aller faire des recherches sur Internet et surtout sur, par exemple, dans ce cas-là, OK, il n'y pas proposé un lien comme vidéo, mais au cas chercher vidéo, ou à chercher vidéo sur, par exemple, YouTube, parce que on va venir avec un tas de notions nouvelles et il est bon que nous commencions à décanter un peu notions nouvelles. Ça, que nous commencer à habituer avec mots et surtout des structures que l'on va décrire, que nous commencer à habituer par ouais qui boyoyer pour nous comprendre parce que il y a un schéma, mais avec vidéo, well, puis bien. OK? Donc, je vais une petite vidéo ça pour nous, pour nous commencer chapitre ça. Un suivi.
Voilà. Bon, donc on a une petite idée. Bon, la vidéo est quand même, elle est de 5 minutes, donc elle est un petit peu longue, mais pour une série de mots que nous tendez, cartilage cricoïde, cartilage thyroïde, cartilage arythénoïde, la phonation, et ça permet nous, voilà, ouais, devant, ça permet nous de comprendre et là, justement, comprendre le texte ça un petit peu mieux. Donc, dérivé ici. Du point de vue anatomique, les voies respiratoires inférieures comprennent le larynx, qu'on vient de voir dans la vidéo, la trachée, les bronches et les poumons. Du point de vue fonctionnel, le système respiratoire dans son ensemble compte deux zones, la zone de conduction et la zone respiratoire. Donc, nous avons deux types de classification. Du point de vue anatomique, trois secteurs. Larynx, trachée, plutôt quatre secteurs. Le larynx, la trachée, les bronches et les poumons. Du point de vue fonctionnel, on n'a que deux zones, la zone de conduction et la zone respiratoire. La zone respiratoire, où se déroulent les échanges gazeux, se compose exclusivement de structures microscopiques, que ce soit les bronchioles respiratoires, les conduits alvéolaires et les alvéoles pulmonaires. Donc ça, ou pas qu'à sous un microscope. Tandis que la zone de conduction inclut toutes les voies respiratoires formées de conduits relativement rigides qui acheminent l'air à la zone respiratoire. Les organes de la zone de conduction ont aussi pour rôle de purifier, d'humidifier, de réchauffer l'air respiré. Parvenu dans les poumons, l'air contient moins d'agents irritants, tels que les poussières, les bactéries, etc., car son entrée dans le système est comparable à l'air chaud et humide des climats tropicaux. Ouais, mais ça, l'air chaud et humide des climats tropicaux. Donc, ça va en vivre dans un climat tropical. OK? Euh, Donc, nous allons commencer par le larynx, anatomie. OK? C'est peut-être ça me dirait mes petites vidéos parce que, bon, on paquet de petites informations que moi déjà. Donc, le larynx est une structure haute, pas spécialisée, qui s'étend sur une longueur d'environ 5 centimètres de la troisième à la sixième vertèbre cervicale. OK? Donc, c'est-à-dire que les vertèbres cervicales ne sont pas bien grosses. Dans sa partie supérieure, il est relié à l'os hyoïde et s'ouvre dans le laryngopharynx, hein. Dans sa partie inférieure, il communique avec la trachée. Donc, supérieur, laryngopharynx, inférieur avec la trachée. Le larynx va être responsable de trois fonctions. Un, fournir un passage à l'air. Deux, dirige l'air et les aliments dans les conduits appropriés. On va voir que s'il ne mange pas bien, on va avoir des fausses routes. Ça, c'est de ça où on va trangler ou presque tout fait, l'on manger. Hein? Comme on a dit, c'est ça, foutre ça, c'est ça qu'on va trangler. Et il permet la phonation, les sons, c'est-à-dire la production de la voix par l'intermédiaire des cordes vocales, des plis vocaux. La charpente du larynx est composée de 9 cartilages reliés par des membranes et des ligaments. Tous les cartilages du larynx, sauf l'épiglotte, sont des cartilages hyales. Alors, les cartilages, nous avons le grand cartilage thyroïde en forme de bouclier. Et dans la vidéo, on a vu c'est en forme de livre ouvert. Donc, chaque monde va là, j'en voulais. OK? Donc, le cartilage thyroïde en forme de bouclier est constitué par l'union de deux lames de cartilage dont la fusion médiane des deux tiers inférieurs produit une saillie visible extérieurement appelée proéminence laryngée ou pomme d'Adam parce qu'elle est beaucoup plus visible chez les hommes que chez les femmes. À cause de l'influence des hormones sexuelles mâles qui stimulent sa croissance pendant la puberté, le cartilage thyroïde est normalement plus développé chez l'homme que chez la femme. Situé et inférieurement par rapport au cartilage thyroïde, le cartilage cricoïde, en forme d'anneau, c'est lui-même qui ferme, hein. Tout quand tu l'ouvres par derrière, lui, il est fermé en forme d'anneau, est ancré à la trachée sur laquelle il est perché. Et donc, on a un petit campé et on va voir la figure 22. 6A pour voir le cartilage thyroïde, la pomme d'Adam et le cartilage cricoïde. Et 22 6A, est-ce que c'est ça? Ouais.
Le 6, A. Et donc, on voit A et B. On voit le corps de l'ostéoïde ici. Le fameux cartilage thyroïde qui ressemble à un livre d'un côté plié dans le livre, ok, avec la fameuse proéminence qui donne la pomme d'Adam. Et ce cartilage thyroïde est relié au cartilage cricoïde qui lui est fermé et en forme d'anneau et qui est là, et qui va relier le larynx à la trachée. Vous tournez côté D. Trois paires de petits cartilages, des cartilages aryténoïdes, cunéiformes et corniculés constituent une partie des parois latérales et postérieures du larynx. Les plus importants de ces cartilages sont les cartilages aryténoïdes en forme de pyramide qui creusent les plis focaux au larynx. Bon, la fonction campée là. Lorsque vous avez des noms compliqués, et on peut essayer de savoir ce que ça veut dire. Bon, par exemple, il y a arythénoïde. Pour qui ça relève arythénoïde? Donc, tu peux, par exemple, aller chercher dans Pulse, voir que veut dire arythénoïde. Bon, oh, il y a trop de bagailles. Ok, nous y voilà. Donc, cartilage arythénoïde, par exemple, là, c'est, même t'as le fait en recherche, dans la précédente vidéo, pour moi, ça, le filtre augmenté. On va chercher cartilage arythénoïde. Donc, c'est arythénoïde. OK. Et je vais chercher la définition. Ça le bail. Voilà les sous image. Donc, si vous cliquez là-dedans, la bonne image simplement des cartilages arythénoïdes. Ah, merci. Je tout corrigé. Donc, les arythénoïdes sont des petits cartilages situés en haut et en arrière dessus du cartilage cricoïde. Bon, malheureusement, yo pas bon qui ça arythénoïde dans le dit. Non, non, malheureusement. Ah, bon, il y a des fois le robot signification, tu l'as dans l'os, ouais. Donc, du grec, en forme d'aiguillère. Bon, on va comme ça, aiguillère, là, et bon. On peut retourner tout de suite côté de D. Bon. Donc, nous avons les cartilages arythénoïdes, qui sont des formes particulières, qui constituent une partie des parois latérales et postérieures du larynx. Et donc, on s'attend à trouver, suivant Jean-François hier, on s'attend à trouver les cartilages arythénoïdes, surtout au niveau des parois latérales, et corniculés surtout au niveau des parois postérieures. Donc, voilà si c'est vrai. Les plus importants de ces cartilages, donc ça, plus gros, sont les cartilages arythénoïdes en forme de pyramide. Arythénoïdes et de pyramide. Un que les plis vocaux du haut larynx. Donc, les plis vocaux au larynx. On y va pour le schéma maintenant. Wow. Les cartilages arythénoïdes, cunéiformes et corniculés. Donc, ah, deuxième schéma. OK? Là, vous avez la photo. On dit photographie de la structure cartilagineuse du larynx et coupe sagittale à l'eau. Et là, on doit voir les cartilages. Alors, c'est bien. Alors, regardez sous schéma, où elle est bien clair, hein? Cartilage arythénoïde, OK? Qui vont fixer les plis vocaux, OK? Au larynx. Ça, c'est clair. Mais le regardez là, c'est beaucoup moins évident. OK? C'est beaucoup moins évident. Donc, et sous tête cartilage
aryténoïde, vous avez le cartilage corniculé, donc en forme. Et en bas, non, c'était l'autre cartilage. En bas, ouais, ouais. Non, ligament. Voilà, le cartilage cunéiforme, le troisième. Voici le cartilage aryténoïde. Ensuite, le cartilage corniculé et le cartilage cunéiforme. Et on voit bien que le cartilage aryténoïde est en rapport avec le pli vocal. La texte abdominale. Maintenant, on va parler de l'épiglotte. L'épiglotte. Le neuvième cartilage et l'épiglotte, ça veut dire au-dessus de la glotte, pour là au moins de bagaille, est élastique et la forme d'une cuillère. Il est presque entièrement recouvert d'une muqueuse contenant des calicules gustatifs. La partie supérieure de l'épiglotte est située à l'arrière de la langue et sa tige s'ancre sur la face antérieure du cartilage thyroïde. Et donc, on le voit à la figure 22, 6 et 6C, 6, 22.6C et D. OK? À l'inspiration, l'entrée du cartilage est grande ouverte et le bord libre de l'épiglotte se soulève. Pendant la déglutition, en revanche, le larynx se soulève et l'épiglotte s'incline. Elle ferme le larynx et dirige les aliments et les liquides, heureusement pour nous, vers l'œsophage. Si une substance en haute que l'air pénètre au niveau du larynx, c'est ça qui est le monde qui savent, le réflexe de la toux se déclenche pour l'expulser. Comme ce réflexe est aboli en état d'inconscience, il faut éviter d'administrer des liquides à une personne que l'on tente de réanimer. Donc, on va traverser encore le schéma 22.6 T pour voir ce fameux l'épiglotte qui est le neuvième cartilage. Et, et on voit ici notre fameux épiglotte et que l'on retrouve ici. Et voilà. On retourne au texte. On a vu les cartilages. Cartilage thyroïde, cartilage cricoïde, ça fait deux. Les deux cartilages aryténoïdes, ok, cunéiforme et cornicule, donc ça fait six là déjà. Et puis, on dit que l'épiglotte, c'est le neuvième. Maintenant, on va voir les fameux plis vocaux et c'est sûr que nous allons traverser après ça vers la phonation, pourquoi pas. Alors, plis vocaux. Sous la muqueuse laryngée se trouvent les ligaments vocaux qui attachent les cartilages aryténoïdes au cartilage thyroïde. Ok? Ces ligaments, principalement composés de fibres élastiques, soutiennent une paire de replis muqueux horizontaux situés latéralement l'un par rapport à l'autre, appelés plis vocaux, mieux connus sous le nom de cordes vocales. Comme ils ne sont pas vascularisés, les plis vocaux paraissent blancs. Cette structure, Ces structures renferment de très faibles myocytes qui se mettent à vibrer et à émettre des sons sous l'impulsion de l'air provenant des poumons. Les plis vocaux ainsi que l'ouverture qui est située entre eux, appelée fente glottique, et par où passe l'air, forme la glotte. Au-dessus des plis vocaux se trouve une paire de replis muqueux semblables. Ce sont les plis vestibulaires. Et ou faux plis vocaux qui n'interviennent pas dans la phonation. Ils contribuent plutôt à fermer la glotte lors de la déglutition. Donc, on a les groupes niveaux en gamme. Donc, nous avons notre glotte et l'orifice qui doit donc être et de part et d'autre, il doit être limité par les plis vocaux. Nous avons notre plis vocal et, et les plis vestibulaires. Les plis vestibulaires, ça ferme la gorge lors de la déglutition et ne participe pas
à la phonation, tandis que c'est le pli vocal, lui, qui va participer. Et malheureusement, le pli vocal, il paraît ici ou elle ici. Et on continue. Épithélium du larynx. L'épithélium du larynx, l'épithélium qui tapisse la portion supérieure du larynx, région exposée à l'abrasion due aux aliments, il va donc être squameux. Squameux, ça veut dire que la décalé tant qu'on peau. Et votre peau, on voit un petit carré, un petit morceau de et c'est ce qu'on appelle un squameux, écaille. Et ça permet de renouveler l'épithélium, surtout si il est attaqué par des produits alimentaires qu'on a vu acides, piments, épices, tout ça. Donc, région exposée à l'abrasion due aux aliments est squameux et ça est stratifié. Dans la partie inférieure, ou plus vocaux, cependant, l'épithélium devient pseudo-stratifié. Donc, ça veut dire qu'il n'a qu'une seule couche de cellules prismatique et naturellement cilié pour le mucus, ce qui permet de retenir les poussières contenues dans l'air. La poussée des cils qui s'exerce en direction du pharynx, la poussée des cils, pardon, s'exerce en direction du pharynx, de sorte que le mucus est continuellement éloigné des poumons. Donc, le mucus, c'est en sens inverse maintenant, ce qui va remonter et s'éclaircir la gorge équivaut à faciliter la montée du mucus dans le larynx et son expulsion hors de ce dernier. Et maintenant, on va finir avec la fameuse phonation. Alors, on va continuer avec la fameuse phonation. La phonation correspond à l'expulsion intermittente d'air. Dans la vidéo, on appelait ça des puffs d'air. La phonation correspond à l'expulsion intermittente d'air accompagnée de l'ouverture et de la fermeture de la glotte. La glotte, c'est donc l'orifice qui est limité de part et d'autre par les plis vocaux. Les muscles intrinsèques du larynx qui recouvrent les cartilages modifient la longueur des plis vocaux et la dimension de la glotte. La plupart de ces muscles servent à mouvoir les cartilages arythénoïdes sur lesquels sont attachés en arrière les plis vocaux. La variation de la longueur et la tension des plis vocaux détermine la hauteur des sons. En règle générale, plus les plis vocaux sont tendus, plus les vibrations sont rapides et plus le son émis est aigu. Et, ah, donc là, vous avez mouvement des plis vocaux, okay, voix supérieure du larynx, et plis vocaux, et c'est vu dans un appareil spécial qui permet de voir le larynx. Donc, on appelle ça laryngoscope. Et là, on voit les choses un petit peu. On a le bord supérieur de l'épiglotte, qu'on voit ici. Et ensuite, vous avez les fameux plis vestibulaires de part et d'autre qui vont permettre de fermer la glotte qui, elle, est limitée par les plis vocaux et le pli vocal. Et on voit bien la muqueuse trachée et en arrière, on voit le cartilage cunéiforme et le cartilage corniculé sur le schéma. OK? Ben, moi-même, je me regarde bien, pas fin trop, ouais. Lorsque la glotte est ouverte, on voit mieux le cartilage cunéiforme et le cartilage corniculé. Est-ce que c'est OK? Pareil, à la puberté maintenant. Le larynx du garçon se développe et ses plis vocaux gagnent en longueur et en épaisseur. De ce fait, il vibre plus lentement et le thème de la voix de l'adolescent devient grave. Ceci fausse parfois, OK, parce que les gens sont en train de muer, du moins jusqu'à ce qu'il apprenne à maîtriser ses plis vocaux nouvellement modifiés. Donc, à l'adolescence, c'est pas seulement au niveau de la gorge qu'il va apprendre à maîtriser ses transformations. Bon, on remonte le débat. Le volume de la voix dépend de la force avec laquelle l'air est expulsé. Plus cette force est grande, plus les vibrations de plis vocaux sont expulsées et plus le son est intense. Les plis vocaux ne se meuvent pas lorsque nous, mais ils vibrent vigoureusement lorsque nous crions.
les muscles du thorax, de l'abdomen et du dos génèrent l'énergie pour expulser de l'air. Lorsqu'on apprend à chanter, justement, on apprend à mobiliser les muscles de l'abdomen pour pouvoir sortir le son, pour ce qu'on appelle pour porter sa voix. Les plis vocaux produisent en fait des sons vibratoires, donc ils vibrent. La qualité perçue de la voix dépend de l'action coordonnée de plusieurs structures situées au-dessus de la glotte. Par exemple, le pharynx, sur toute sa longueur, à l'instar d'une caisse de résonance, amplifie et rehausse le timbre. La cavité orale, la cavité nasale et les sinus contribuent aussi à cette fonction. En outre, l'élocution implique que nous façonnions les sons en des consonnes et des voyelles reconnaissables au moyen des muscles du pharynx, de la langue, du palais mou et des lèvres. Et au niveau des lèvres, c'est ce qu'on appelle articuler. Petit déséquilibre homéostatique, la fameuse laryngite qui vous fait de ma voix d'avoir. Bon, alors, comment dire ça? L'inflammation de la muqueuse laryngée et en particulier des plis vocaux. La laryngite se traduit par un œdème de ces derniers qui perturbe les vibrations. Il en résulte un changement du thème de la voix, une raucité et même une aphonie temporaire. Aphonie, c'est là où par un son qui sortit. La laryngite est le plus souvent causée par une infection virale, mais elle peut aussi être consécutive à l'usage excessif de la voix. Alors, on fait paquet, on fait toute soirée, on dit, et puis, le lendemain, fait, à l'exposition à de l'air très sec, à une infection bactérienne, à une tumeur, des plis vocaux ou à l'inhalation des substances irritantes. Bon, ça, on a expliqué c'est quoi la laryngite et pourquoi est-ce qu'on n'a pas de voix. Maintenant, fonction du sphincter du larynx, parce que ça ne va pas seulement nous servir à la phonation. OK? Dans certains cas, les plis vocaux jouent un rôle de sphincter qui s'oppose au passage de l'air, bloquer l'air, durant l'effort abdominal associé à la défécation. OK? Donc, on va fermer la glotte, ça va retenir temporairement l'air inspiré et ainsi les contractions des muscles abdominaux vont faire augmenter la pression intra-abdominale et on va pouvoir pousser pour retirer ce qui nous gêne dans notre rectum. Ce phénomène qui constitue la manœuvre de Valsalva Valsalva facilite la vidange du rectum, mais pas seulement le rectum, de la vessie, surtout si l'homme a un problème de prostate, mais aussi c'est la poussée lors de l'accouchement. Donc, ça facilite la vidange du rectum, de la vessie et de l'utérus, mais aussi ça peut stabiliser le tronc lorsque soulève un objet lourd. L'appelleront chaille ou kembe soufou, ok, et tronc plus solide, et ainsi, il doit faire. Et il entre en jeu lors de la toux et de l'éternuement, c'est ce qu'on appelle la manœuvre de Valsalva, ok, ok, dans laquelle on va avoir un effort abdominal qui va être potentialisé par la fermeture des plis vocaux. Voilà. Donc, ça, c'était la première partie des voies respiratoires inférieures, c'est le larynx. On va s'arrêter là. La prochaine vidéo va voir justement la trachée. Donc, au revoir tout le monde et à la prochaine vidéo.